Bonjour tout le monde, bienvenue sur FTX Radio, le podcast officiel de la section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Avant de poursuivre, nous aimerions remercier le cabinet Lavery de Billy, notre commanditaire principal qui nous permet de propulser cette année notre série de balados FTX Radio. Présent dans les principaux centres d'affaires de Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke, Lavery est la plus importante firme juridique indépendante au Québec. Lavery, c'est la convivialité dans l'excellence. Sans plus attendre, je vous laisse à votre programme principal. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de Fauteuil Radio. Aujourd'hui, je suis accompagnée des deux présidentes de l'Association de droit criminel et carcéral de l'Université d'Ottawa. Merci les filles d'être ici. Donc, Marie-Neige Leblanc et Caroline Charron. Et nous avons une invitée spéciale. Nous avons Anne-Marie Charron avec nous en studio aujourd'hui qui va nous raconter son histoire. Je vais juste te lancer la balle tout de suite pour pas trop rentrer dans le sujet tout de suite. Parfait. Bien, bonjour à tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. En fait, je vais commencer par me présenter. Anne-Marie Charron, 44 ans. Je travaille chez Desjardins. J'ai deux filles, Caroline et Anna-Ève. J'ai été mariée pendant 17 ans. Et je vais faire un petit tour aussi de mon enfance pour vous faire savoir de quel milieu que je viens. Mes parents sont toujours mariés à ce jour, retraités de l'enseignement. J'ai un frère, mon frère qui habite aux États-Unis. Nous, notre enfance a été très axée sur les valeurs familiales. On est toujours ensemble, puis mes parents nous ont élevés sur la façon qu'il fallait, tu sais, l'éducation était très importante et l'activité physique, pour s'occuper puis avoir le temps, de ne pas avoir de temps mort. Alors, dû à ça, mon frère s'est concentré sur le hockey, moi sur la natation, puis des deux côtés, on excellait. De mon côté, j'ai tombé au niveau national. Fait, pourquoi je le mentionne? Toute mon adolescence, jusqu'à 17 ans, j'étais axée sur mon sport. J'allais au sport-études. Je nageais 8-9 fois par semaine. Alors, tu sais, j'ai pas vraiment vécu ou eu le temps de rencontrer plein de gens. J'étais vraiment axée sur mon sport. Alors, dès que j'ai terminé à l'âge de 17 ans, ben c'est sûr que ma vie, elle a pris une suite différente. Et là, j'ai rencontré un peu plus de gens, j'ai sorti. Et j'ai rencontré Monsieur X. Monsieur X, je l'ai rencontré dans le milieu de mon travail, dans la restauration. Un homme très attachant. Très attachant, très... il donnait tout à tout le monde. C'était facile de tomber en amour avec cette personne-là. Alors, au fil du temps, on a eu une relation. Mes parents, je les ai présenté à mes parents. Puis même au niveau familial, mon frère, mes parents, il les a tellement mis, tu sais, il était tellement gentil avec eux. Puis c'est comme ça que, tu sais, tu dis, ah, c'est une bonne personne. Puis alors, ça commence comme ça. Puis là, le fil des années, je tombe enceinte quand même assez rapidement de Caroline. Puis là, je sais, le stress d'être parent, c'est une chose. Puis je pense que ça a commencé à développer quelque chose d'agressif chez lui. Il ne faut pas oublier qu'au début, dès que je l'ai rencontré, c'était un homme qui s'exprimait tout le temps, agressivement. Tu sais, il parlait tout le temps plus fort que les autres, mais ça s'arrêtait là, tu sais. Puis là, bon, on a eu Caroline, puis là, ben, ça a comme pris une ampleur différente. Ça a été... ben là, il va... Mettons qu'il n'était pas content de quelque chose, là, il pouvait donner un coup de poing sur la table. Là, il parlait toujours plus fort. Puis là, ben on continue. Je tombe enceinte de ma deuxième. Puis tu sais, ça s'intègre. C'est sournois, la violence. La violence conjugale, elle ne rentre pas dans ta vie, là. Tu ne rencontres pas la personne, puis... tu sais, il donne un coup de poing d'en face la première semaine. Ça l'embarque dans ta vie, tu chemines avec ça, puis là, ça rentre dans ton quotidien. Puis là, au fil des années, bien là, il y a eu, les coups de poing dans le mur, puis les années ont passé, c'était pas mal comme ça.
où que ça a eu un déclenchement vraiment, vraiment important, c'est lorsqu'il a commencé à s'entraîner. Parce que lui, là, c'était rendu son milieu de vie. Il s'entraînait, je pense, 8 fois par semaine. Et là, on met aussi le début des stéroïdes. Fait que là, ça a vraiment changé son comportement et sa masse musculaire. Quand je l'ai rencontré, là, je pense que c'était un homme qui pesait peut-être 170 livres maximum, puis il s'est rendu à 220 livres. Alors, sa masse corporelle était comme très développée. Puis là, il était vraiment beaucoup plus... là, il était agressif avec des coups de poing. Là, c'était plus sur les objets. Là, c'était moi. Encore là, ben tu sais, ça a l'air cliché, mais tu te dis, ben ça doit être normal, ça peut arriver chez les autres. Tu sais, t'es là-dedans, puis je me disais, c'est le père de mes 2 enfants, peut-être qu'on vit des hauts puis des bas. Puis là, ben ça l'enjambe, puis ça fait dans ton quotidien. Puis là, au fil du temps, ben je continue à avancer là-dedans en me disant, ben ça doit être qu'on vit des problèmes. Mais là, c'était de plus en plus... il n'y a pas grand-chose qui m'a pas fait. Et j'ai eu des côtes fêlées, un doigt cassé, j'en ai tellement que j'oublie. Pour une idée de l'ampleur que ça l'a pris dans les 2 dernières années, un événement très, très marquant pour moi, bien, en fait, il y en a eu 2. Il y a eu un moment où j'étais dans son véhicule, puis là, ben là, il était fâché, très agressif, puis il venait de consommer un peu d'alcool. Fait que là, à ce moment-là, il y a eu de la chicane dans l'auto, puis par réflexe, parce que je sentais que j'avais peur, là, je me suis dit, là, il va me blesser, là. J'ai ouvert la porte de l'auto, puis c'était mon seul moyen de défense, c'est de me garrocher de l'extérieur de l'auto. Puis là, ben, j'étais les urgences et tout. À ce moment-là, je commençais à réaliser, je dis, là, il se passe, c'est pas normal. C'est pas normal, mais encore là, j'avais tellement peur de sortir de cette relation-là parce que peu de temps après cet événement-là, on s'est séparés. Puis j'habitais chez mes parents, puis même là, il pouvait m'appeler 50 fois par jour. Il venait chez mes parents, fait que je me sentais tout le temps comme... J'étais comme un peu étouffée. Puis là, souvent, il me disait, si tu me dénonces et si tu parles, je vais te tuer, puis je vais tout tuer ta famille. Puis ça, moi, c'était lourd. Et puis, c'est des moments on a de la misère à exprimer aux gens de l'externe parce que moi, je sais sa violence. Les gens pouvaient peut-être penser que je vis de la violence conjugale, peut-être qu'ils pouvaient s'en douter, mais la peur que j'avais face à cet homme-là, j'avais vraiment peur de cette personne-là, puis je me suis dit, je ne serais jamais capable de m'en sortir parce que il est tout le temps là. Ça va être impossible. Mais mon cerveau commençait là. Tu sais, j'essayais de... À ce moment-là, j'ai commencé à prendre des petits trucs et des choses pour me protéger. Comme j'avais un trousseau de clés double de ma voiture en dessous de mon lit. Parce que je me suis dit, s'il arrive quelque chose, bien, je vais me sauver. C'est des petites choses que je commençais à réaliser que je faisais. Puis dans les 2, je vous dirais, la dernière année fut horrible. Horrible, très difficile. Et puis, un événement qui m'a... Je pense que c'est l'événement qui me fait le plus mal. C'est les enfants n'étaient pas à la maison. Puis, en fait, ma chambre est dans un loft. Alors, une chicane a pris. Puis là, il m'empêchait de descendre. Alors, j'étais vraiment comme séquestrée dans cette pièce-là. Puis, il était tellement... Je l'avais jamais vu dans cet état-là. Une colère qui en suait. Là, il y avait les gouttes sur lui. Puis là, il m'a tellement fait mal. Il y a eu les coups de poing, mais les coups de poing, on dirait que j'avais même plus mal. C'était rendu mon quotidien. Mais là, il était avec une ceinture qui m'a mis autour du cou. Puis là, je me suis dit, tu sais, bon, là, c'est sûr que je finis mes jours là. Puis là, rendu sur le lit, il m'a mis une tête d'oreiller. Là, mon cerveau, là, j'ai dit à ce moment-là, je me suis dit, je m'en sortirai jamais. Je me suis juste dit,
ma grand-mère étant décédée, j'ai dit, Mémé, viens me chercher. J'ai plus les forces de souffrir. Alors, c'est un événement qu'à ce moment-là, on dirait qu'à l'intérieur de moi-même, je me suis dit, faut faire quelque chose. Alors, on s'est séparés officiellement en novembre. C'était la première fois qu'il prenait toutes ses affaires, puis il n'y avait plus rien de lui à la maison. Et puis, même à ce moment-là, il avait déjà rencontré une autre fille. Fait qu'il il vivait chez sa blonde, puis il était tout le temps. Tu sais, il m'écrivait le matin, il m'écrivait le soir, il m'écrivait l'après-midi. Puis j'essayais, je me suis dit, je le connais, cette personne-là, j'ai dit, je vais essayer de garder un contact respectueux, puis de pas trop le pousser, parce que je dis, il va venir agressif. Puis je me suis dit, pour les enfants, pour mes filles, c'est important qu'ils voient quand même leur père. J'ai dit, ils n'ont pas à vivre la séparation. Alors, 2 semaines après, il y a eu un événement important qui est arrivé. En gros, il a rentré parce qu'il y avait une clé. Il a rentré chez moi. Puis quand il est rentré, c'était très, très tôt le matin. Genre, on était 6h, 6h15. Puis je me souviens, j'ai juste ouvert la porte, puis je l'ai laissé aller. Il est rentré comme une balle. Il est monté en haut. Puis 2 minutes après, il est redescendu. Je me disais, qu'est-ce qu'il a fait? Fait que tout de suite, j'ai fermé la porte, j'ai barré la porte. Puis quand j'ai monté, je me suis rendu compte, il est parti avec mon cellulaire. Alors là, j'ai comme pris un peu panique parce que je me suis dit, c'est encore son contrôle. Puis à ce moment-là, il payait encore le cellulaire parce qu'il me disait, je vais continuer à t'aider. Puis alors ton cellulaire, je vais continuer à le payer. Mais tu sais, il faut se dire qu'il avait accès à tout. Là. Il pouvait voir mes appels, Alors moi, par réflexe, j'ai sorti dehors. J'ai essayé reprendre mon cellulaire parce que j'ai mes contacts clients aussi. J'ai des clients qui me contactent avec mon téléphone. Alors, à ce moment-là, il y a eu c'est un événement. Là. Il s'est vraiment fâché. Il a sorti le taux, puis là, il m'a donné un coup de poing. Puis j'ai tombé à terre, puis je me suis dit... Là, c'était la première fois de ma vie que je me disais, c'est la dernière fois qu'il me touche. C'est la dernière fois que je donne le droit de me toucher pour la simple et bonne raison. J'ai dit, là, il a déjà quitté la maison. Je pourrais jamais vivre et avoir une vie si il est toujours comme ça. Puis là, je me suis dit, c'est sûr que je m'en vais au poste de police. Puis là, cet événement-là a pris aussi un peu plus... tu sais, il y a eu une agression... dans ce matin-là, il est arrivé beaucoup de choses. Alors, à mon retour de cet événement-là, il était rendu peut-être 7h, 7h15. Puis les filles m'attendaient dans la cuisine. Puis c'est la première chose qu'ils m'ont dit. Ils disent, maman, t'arrives de où? Puis j'étais en pyjama. J'avais une petite camisole mais j'avais même pas de bottes dans les pieds. C'était, tu sais, je suis partie pour chercher mon cellulaire. Puis il m'a obligée d'embarquer dans l'auto. Fait que, tu sais, ça allait dérouler vite. Puis quand mes filles m'ont vu, je me souviens, Anne-Ève, elle m'a dit, tu sais, et Caroline, tu sais, maman, j'avais le visage, tu sais, un peu rouge, j'étais couettée, puis là, à ce moment-là, je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit d'ouvrir la porte à votre père, je m'en vais dénoncer. Et là, Anne-Ève m'a dit, enfin, maman. Parce que j'ai comme réalisé à ce moment-là que les filles voyaient ce qui se passait depuis à peu près 5 ans au moins. Puis eux aussi, de leur côté, ils prenaient des informations, puis ils donnaient ça à mes parents pour comme monter un genre de dossier, parce que mes parents, ils ont essayé à plusieurs reprises de se rendre au poste de police et de dire, écoute, on peut-tu faire quelque chose? Puis les policiers sont, jusqu'à temps qu'elles ne viennent pas, on peut rien faire. Mais moi, cette information-là, je savais pas que mes parents travaillaient là-dedans, puis qui ramassaient des preuves, puis que mes filles, à chaque événement, écoute, ils leur disaient même qu'il y avait un code sur, je pense que c'était un mot, je pense que c'était « soleil ». Quand ils textaient ça à mon frère, ça voulait dire « ben maman, ça va pas bien à la maison ». Alors, bon, dû à ça, j'ai porté plainte. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a eu des témoins lors de l'agression dehors? Non. Okay. C'est ça qui était un peu... il n'y a pas eu de témoins. Par contre, chose que j'ai apprise à la fin
du procès. Ben, pas du procès, parce que ça n'a pas été en procès, mais je veux dire des procédures judiciaires. C'est que il m'avait amené dans le quartier industriel d'Elmer. Et puis, à ce moment-là, il s'avait stationné. Puis, il m'avait demandé d'aller en arrière. Ben, tu sais, on dit demander, obligé d'aller en arrière pour avoir une relation sexuelle. Alors, après quelques minutes, il y a comme un camion qui s'est stationné. Fait que c'est comme ça qu'il a arrêté. Parce que sinon, je pense qu'elle aurait dégénéré, là. Alors, j'ai retourné à l'avant, puis il m'a ramené à la maison. Sauf que ce qu'on savait pas, c'est qu'il y avait une caméra. Mais moi, les enquêteurs, là, faut pas oublier, ils nous disent pas grand-chose. Puis c'est tout à la fin que tu apprends. Parce que des fois, on pense, hey, ils travaillent pas. C'est parce que c'est long, puis on n'a pas tout le temps des feedbacks, mais l'information qu'il y avait, ces gens-là, c'est incroyable. C'est incroyable, les détails qu'il y avait. Et là, ils m'ont dit, ben on avait la caméra, on a tout vu. Et la façon que tu nous as décrit que tu étais habillée, c'était pareil. Aux minutes près, les heures, tu sais, pour moi, là, c'était dans ma tête, là. Alors, il n'y a pas eu de témoins, mais ils ont eu des preuves. Puis, bon, ben là, c'est sûr qu'après, ben tu vas porter plainte. Puis là, ben il y a des procédures. Les procédures judiciaires commencent. Quand tu as porté plainte, ça faisait combien de temps tu étais avec lui? Ça faisait 17 ans. Fait que c'était 17 ans de vie que là, je suis capable de vous dire que... je peux même pas dire que c'était une vie. J'étais comme en mode détresse, puis c'est la chose qui me fait le plus mal aujourd'hui. On a cette culpabilité-là de ne pas avoir sorti avant. J'ai fait vivre ça à mes enfants. Et c'est ma plus grosse peine aujourd'hui d'avoir attendu si longtemps. Et pourquoi je dis ça aujourd'hui? Je communique avec les gens beaucoup parce que je veux donner espoir. Les femmes qui vivent ça, attendez pas. Parce que oui, il y a de l'aide, même si on s'en rend pas compte, on a beaucoup d'aide. Puis c'est un peu le sujet que je vais aborder. Dès que j'ai porté plainte, moi, j'ai été accueillie à grands bras au CAVAC. Au CAVAC, mais avant, c'était les policiers de Gatineau. Puis dès que j'ai rentré, ils m'ont dit... ils m'ont emmenée dans une salle, puis là, j'ai dit aux policiers, je l'ai regardé, puis je lui ai dit, je pense que j'ai pas l'affaire d'être ici. Puis là, il m'a dit, calmez-vous, il dit, faites juste me dire ce qui s'est passé. Fait que là, je dis, en gros, il dit, OK, il revient avec une feuille et un papier, puis il dit, écrivez ce que vous venez de me dire. Là, j'ai écrit tout ça. Il y a un enquêteur qui arrive, mais je sais pas, c'est un enquêteur, là. Il prend le document, puis je pense que ça a pris 5 minutes. Il est rentré, puis il a dit, voici les chefs d'accusation qu'on donne à M. X. Et je pense c'est une dizaine de chefs d'accusation quand même. Il y avait agression sexuelle, il y avait séquestration 2 fois, il y avait menace de mort, il y avait... il y en avait tellement que, tu sais, c'est... Fait que là, j'ai comme réalisé quand j'ai entendu ça, là j'ai fait « Wow, OK, c'est vraiment ça qui se passe. » Puis là, on embarque là-dedans, puis là, on a beaucoup de services dans le sens que moi, j'ai été chanceuse d'avoir les policiers qui m'ont tout de suite cru parce que encore aujourd'hui, j'entends des histoires de femmes qui se rendent au poste de police puis qui sont refusées, pas refusées, mais à cause qu'ils n'ont pas de blessure au visage ou physiquement qu'on voit, les policiers les prennent pas au sérieux. Alors, ces gens-là, ces femmes-là retournent. Et c'est ça qui est dangereux parce que ces femmes-là retournent, puis là, ils n'ont plus la croyance, ils ne croient plus au système. C'est ça qui est malheureux. Puis souvent, on voit qu'il y a des féminicides en lien avec ça. Ils ont essayé d'aller chercher de l'aide, mais on n'a pas donné ce qu'ils avaient besoin. Puis, tu sais, il faut se dire, là, en 2024, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, je pense que là, je me rends compte qu'en parlant avec des gens, puis les policiers, il y a beaucoup de projets pilotes qui sont montés pour justement aider en se rendant compte que c'est vraiment... Parce que la violence conjugale, là, c'est là depuis toujours. Mais dans les dernières années, ça a pris une ampleur différente. Puis je pense qu'à
en étant qu'on en parle plus, là, les gens commencent à se dire c'est quelque chose de notre vie. Alors, les projets pilotes, comme là, je sais qu'au niveau des policiers, il y a dans chaque centre policier, le service des policiers, ils ont monté des groupes qui vont être axés seulement sur la violence conjugale. Ils vont tous avoir les détails. Alors, une femme qui va vivre la violence conjugale, bien, elle va être prise en charge par ces gens-là avec toutes les informations. Puis, c'est une chose excellente parce que moi, quand on a embarqué là-dedans, j'ai été très, très bien encadrée, bien reçue. C'est ce qui m'a donné le courage de continuer. Alors, mais c'est lourd. C'est lourd parce que c'est très long. Puis justement, ce qu'ils essayent de faire dans les projets pilotes, c'est de minimiser toute l'information avec ces gens-là qui ont été formés pour la violence conjugale. Alors, tandis que moi, quand je suis arrivée, ben là, ils me donnent plein d'informations. Tu peux aller là, tu peux blablabla. Puis c'est beaucoup dans ta tête parce que là, tu vis des émotions. Alors, un autre organisme qui a été très, très, très important dans ma vie, c'est le CAVAC. Le CAVAC, on a eu chacun une intervenante. Moi, les filles, 3 intervenantes différentes, puis ils nous ont tellement, tellement aidés, même qu'à ce jour, mon intervenante, je la rencontre, puis j'y parle, puis c'est venu une amie parce qu'elle m'a tellement supportée, puis j'ai toujours dit, si elle n'avait pas été là, j'aurais pas eu le courage de continuer. Et au dossier, on a eu des enquêteurs spécialisés en violence conjugale qui nous ont vraiment, vraiment... Écoute, je me souviens qu'un des enquêteurs m'a dit, écoutez, il dit, moi, là, votre histoire, j'en fais une histoire personnelle. Parce que pour lui, je suis une personne qui vient d'un milieu normal. Je veux dire, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de drogue. Les filles, quand ils se sont exprimées, ils s'exprimaient tellement bien. Fait que pour eux, tout ce qu'on disait, c'était... Il n'y avait pas de faille. Alors, ils ont vraiment... Même la procureure, parce que la procureure, quand elle prend le dossier, c'est pas certain qu'elle va le traiter. Elle prend quelques temps... Puis, quand elle nous a rencontrés, moi et les filles, pour nous dire qu'est-ce qu'il y en est, elle nous a dit, écoutez, j'ai écouté vos audios qu'on a faites avec les enquêteurs. Elle a dit au moins 2-3 fois, puis elle a dit, votre histoire me tient vraiment à cœur. Puis elle a dit, je veux vous aider. Puis ça, là, je me suis accrochée à ça. J'ai dit, enfin, il y a des gens qui sont là pour nous aider. Puis si j'avais pas eu ça, pour vrai, j'aurais pas continué. Fait que les femmes qui se retrouvent seules, puis qui n'ont pas de famille, puis qu'on les... Tu sais, dès la première approche, on les rejette un peu, bien, ils se retrouvent tout seuls, puis c'est de là que ça devient dangereux. Alors, tu sais, comme je dis, puis je donne espoir aux femmes de... faut vraiment croire, tu sais, et on a une force à l'intérieur qu'on se rend pas compte qu'on est forte. Dans des moments comme ça, tu viens très, très forte. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut croire au système. Malheureusement, le code criminel, on ne changera pas. C'est sûr que pour les sentences, on n'a pas de pouvoir, mais on a le pouvoir de dénoncer. Puis je pense que si on dénonce de plus en plus, mais c'est là que la société, elle va changer. Et il faut en parler. Si on n'en parle pas, puis on met ça en dessous du tapis, on va arriver tout le temps au même point. Alors, le courage des femmes, même... Si tu as peur, je me dis, tu sais, parlez-en, ça peut être une amie, ou, tu sais, s'il y a quelque chose que tu trouves bizarre, une situation qui est arrivée, puis tu poses la question, est-ce que c'est normal? Prends le temps d'échanger avec une personne de confiance autour de toi, juste pour voir un peu le feedback qu'elle va te donner. Parce que des fois, tu peux, justement, comme je pensais, moi, c'était dans ma vie quotidienne, fait que je ne faisais plus la distinction entre le bien et le mal. Et quand tu es rendu à cette étape-là, c'est très dangereux. Parce que dans ma vie, moi, je pensais que c'était normal de vivre comme ça. Et c'est pour ça que je dis, c'est ça, les gens qui vivent des événements, partagez-le avec des gens de confiance. Puis une chose qui est importante, quand on vit de la violence conjugale
où vous êtes témoin d'un ami, de la famille, vous voyez qu'une personne vit de la violence, il y a une façon en douceur, tu sais. Il ne faut pas prendre... Parce que ces gens-là sont fébriles. Ces femmes-là, ils vivent de l'anxiété, de l'angoisse, puis ils sont probablement un peu prises comme moi à l'époque de savoir qu'ils ne distinguent plus le bien et le mal. Alors, c'est important pour vous. La chose à faire, c'est d'approcher, puis juste, tu sais, sans utiliser le mot violence conjugale, tu sais, essayer de poser des questions, puis d'être, tu sais, si tu vis quelque chose, je suis là. Parce qu'ils vont prendre confiance en toi, puis en prenant confiance en toi, bien là, peut-être, c'est ce qui va leur donner la force d'aller de l'avant. Puis souvent, ce que les gens vont faire, bien, ils vont être à l'attaque, là, tu sais, ah, ouais, Puis là, ben là, ils vont prendre le... Ben là, il faut que tu aies au poste de police, Et c'est la chose qu'il ne faut pas faire. Faut que tu t'adaptes à la personne tranquillement. Il faut qu'elle fasse confiance. C'est la confiance. Ces femmes-là n'ont plus de confiance. Ils n'ont plus de confiance, sont détruits. Alors, c'est ce que je véhicule aussi aux gens. Je leur dis, bien, soyez à l'écoute, mais de façon en douceur, puis juste pour que la personne, bien, écoute, s'il arrive quelque chose, bien, j'ai une amie à qui je peux me confier. Puis au fil du temps, bien, probablement qu'elle va aller plus loin dans ses démarches. Parce que même bien entouré, le système judiciaire est lourd, est très, très lourd. Nous autres, ça s'est étiré sur presque 2 ans, puis on m'a dit que c'était un record. Puis dans ces 2 ans-là, il y a plein de fois que tu te dis « je lâche ». Je lâche parce que, comme je vous ai dit tantôt, les policiers travaillent très fort, mais nous, là, en arrière-plan, on pense qu'ils font rien parce que tu n'as pas de nouvelles. Puis là, tout d'un coup, au travail, tu reçois un appel de l'enquêteur qui dit « ben là, on est rendu à cette étape-là, là, on a su, alors on procède à son arrestation parce que dans notre histoire, M. X a eu des bris de conditions. » Ça nous a un peu aidé parce que avant la sentence, il a été détenu. Alors, on avait cette sécurité-là intérieure de dire il n'est plus là. Il est vraiment là, on est correct pour une couple de mois. Puis je me souviens, l'enquêtrice, elle m'a téléphoné à un moment, il a dû être au moins 10 heures. Puis je me souviens, c'était un vendredi soir, puis elle m'a dit « Anne-Marie, elle dit, on vient d'arrêter M. X, elle dit « Tu peux bien dormir. » Et le stress de mes épaules a complètement tombé. Et je me suis dit, enfin, ben, c'est plus d'avoir peur, mais tu as cette sécurité-là qui te sécurise. Alors, c'est pour ça qu'il faut être vraiment, vraiment dur envers nous, parce que c'est dur d'embarquer dans des procès judiciaires. C'est dur aussi de faire confiance parce que c'est tellement long, mais faites confiance. Puis nous, on a eu les enquêteurs, même le juge. Le juge a été tellement à notre écoute parce que, étant que nous, ça n'a pas été en procès parce qu'il s'est déclaré coupable, alors ça l'a évité. Puis c'est ce que notre procureur voulait. Parce qu'elle dit, tu sais, Anne-Marie, là, si on s'en va en procès, c'est sûr qu'elle augmente sa sentence. Mais elle dit, il faut négocier parce qu'elle dit, tu veux pas vivre. Tu veux pas vivre, c'est quoi? Ça va être 1 semaine. Ça peut s'étirer sur 1 semaine et demie. C'est lourd. Puis là, au début, j'étais comme un peu irritée. Je me disais, ouais, mais il n'y aura pas une sentence que je veux, qui mérite. Pas que je veux, mais la sentence qui mérite pour vrai. Puis aujourd'hui, je viens de comprendre pourquoi elle me disait ça. Puis je suis contente de ne pas l'avoir fait, le procès, parce que ça vient lourd pour moi, ça aurait été lourd aussi pour mes enfants. Puis ça fait aussi une destruction. Tu te fais attaquer, c'est des choses que tu ne veux pas vivre. Fait à ce moment-là, on a négocié, puis ça s'est réglé. Sauf qu'on a eu la chance de passer devant le juge, puis de faire une lettre. Une lettre, la lettre des victimes qu'on appelle, là, c'est tu t'adresses à ton agresseur, puis tu peux te permettre un peu là, de dire un peu avec des mots polis, là, mais tu te laisses aller. Alors, c'est rare,
ce qu'on me disait, ma procureure m'avait dit, c'est quand même rare les victimes qui le font parce que souvent les gens ont peur de leur agresseur. Mais nous autres, dans notre cas, on était les 5 victimes qui ont écrit une lettre puis qui l'ont dictée devant lui. Puis c'était comme wow! C'était vraiment une façon... Pour moi, c'était ma façon que... La première chose que j'ai dit quand j'ai commencé ma lettre au juge, j'ai dit « Merci. Merci de nous donner cette chance-là de pouvoir s'exprimer sans que j'aie peur d'avoir un coup. » C'était la première fois que je le regardais puis je pouvais vider mon sac de mes émotions sans avoir peur de lui, parce que j'étais en sécurité. Puis ça m'a tellement, tellement fait du bien. Puis je pense que pour les filles aussi, c'était un... Autant que ça fait mal, mais ça fait du bien aussi. Alors, en gros, c'est pas mal le cheminement qu'on a vécu. Puis c'est sûr que... c'est fini. C'est fini. C'est en arrière de nous. Mais le juge a dit 2 choses qui m'ont marqué à la vie. Là. Ça va toujours me marquer. Puis à ce jour, je le comprends. Tu sais, quand ça s'est terminé, il a dit à M. X, il dit, est-ce que vous êtes conscient que vous venez de briser des âmes? Et je me souviendrai qu'il a regardé, puis c'était comme s'il ne comprenait pas ce que le juge disait. Puis le juge a répété, êtes-vous conscient de ce que vous avez fait à des êtres humains? Puis, l'autre mot qu'il a utilisé, il a utilisé le mot destruction. Tu sais, vous avez détruit des humains. Et puis aujourd'hui, oui, c'est fini, mais je comprends le mot destruction. Puis je l'ai mentionné au début, c'est toujours dans toi. Tu sais, des fois, t'es super correct, c'est fini, mais sans t'en rendre compte, il y a un bruit, il y a un événement, il y a quelqu'un, une place, un endroit qui fait que là, ça te remonte. Fait que c'est ça, nous autres, les victimes qu'on vit, on vit avec ça. Bien, je pense que c'est comme un tatouage à la vie. Tandis que lui, bien, quand sa peine va être finie, il va sortir puis il va recommencer sa vie. Alors, c'est ça, c'est la force. Il faut... C'est un combat à la vie. Tu te lèves le matin, puis tu combats ça à la vie. Même si j'ai repris ma vie en main, j'ai une super bonne personne avec moi, mais c'est toujours un petit quelque chose qui est dans moi que j'aimerais donc, si j'avais une baguette magique, l'effacer, mais malheureusement, c'est tatoué dans moi. Alors, le message, là, les femmes qui vivent de la violence, soyez fortes. Parce que j'ai dit, lorsqu'on a la force, c'est le plus beau cadeau en tant que femme que tu te fais parce que tu peux passer au travers de plein de choses. Puis quand on est là-dedans, la force, elle se développe. On est capable de passer, mais faites confiance au système. De plus en plus, vous allez voir qu'il va y avoir des changements dans les façons, les procédures. Puis c'est le temps. Il est temps. Puis parler pour partager, pour s'assurer que ça ne soit pas un sujet tabou. Alors, bien, merci beaucoup. J'ai une petite question. Ouais. Est-ce qu'il a déjà touché vos filles? Anaëve était ma plus jeune. C'était un peu sa façon de dire sa préférée. Tu sais, Anaëve, elle a toujours eu la façon, je pense que aussi, elle était un peu... Elle jouait un rôle avec son père. Elle savait comment d'être douce avec lui. Alors, ça n'a jamais été conflictuel entre Anaëve et son père. Pour Caroline, il y avait beaucoup, beaucoup de violence verbale. Puis il y a eu un moment que, oui, Caroline, elle s'est fait lancer un objet qui l'a blessée à la jambe. Mais vers la fin, Caroline, elle était tellement rendue dans l'esprit, c'est plus mon père, que je pense qu'on souhaitait, puis on avait déjà parlé, autant que moi qu'elle, on souhaitait qu'il nous donne un coup pour se dire, écoute, là, comme Caroline m'avait dit une fois, elle dit, je souhaite, frappe-moi. Elle a dit ça à son père, frappe-moi. Parce qu'elle savait qu'à ce moment-là, elle serait libérée. Elle pouvait appeler la police, puis on avait notre preuve.
Alors, Caroline, c'était beaucoup, beaucoup plus difficile avec son père. La relation, elle a été tout le temps vagueuse. Puis c'était tout le temps, tu sais, les propos qu'il abordait, t'as aucune valeur, tu t'iras jamais loin dans la vie. Puis aujourd'hui, j'espère qu'un jour, qu'il va voir où qu'elle est rendue. Puis c'est la chose qui me rend la plus heureuse. C'est mes filles. Parce que je suis capable de les voir et d'être vraiment fière d'elles. Il aurait pu tomber dans la vie puis se ramasser, tu sais, lâcher l'école. Puis au contraire, ils ont eu une force que ça les a. C'est des femmes accomplies, déterminées. Et je suis très fière d'elles. C'est vraiment beau. C'est vraiment... c'est touchant. Wow. Moi aussi, j'avais comme un petit... je suis comme... Wow. Merci de ton témoignage. Il y a une chose que j'ai aimée que tu as dit, c'était vraiment que n'importe qui peut être touché par la violence conjugale. Tu as grandi dans un beau milieu, tu n'avais pas de violence durant ta jeunesse. On parle souvent que les femmes violentées, c'est un choix, ils veulent rester là-dedans, pourquoi qu'ils n'apportent pas? Puis j'aime que tu démocratises ces préjugés-là oui. À travers... Puis c'est bien que vous apportez le point parce que justement, les préjugés, ça, là, c'est tellement cliché de dire « Ah, elle vient d'un milieu défavorisé. Ah, elle est droguée. Ah, elle prend de l'alcool. » Ça arrive dans les milieux défavorisés, oui, mais ça arrive aussi dans les milieux aisés, comme ça arrive dans des milieux plus modestes. Alors, la violence, là, tu peux être marié avec un PDG d'entreprise, puis tu vis de la violence. Puis même que dans les dernières années, on a eu il y a une dame qui travaillait, je pense, pour Salut Bonjour. Elle faisait une capsule sur l'alimentation. Elle a ses livres, en tout cas très connus. Puis elle vivait de la violence conjugale. Alors, c'est là que tu te rends compte que n'importe qui en vit. Alors, c'est pas parce que l'homme avec qui travaille, qui est bien anti, va pas être violent. 100%. Puis vraiment, les organismes que tu as parlé, nous, c'était vraiment dans notre mission cette année avec l'association de mettre les organismes de l'avant. Puis je pense que c'est vraiment un bel exemple que tu démontres aujourd'hui, que les organismes, faut qu'il y ait une plus grande place, faut qu'il y ait des fonds, faut que le gouvernement il débloque tellement plus de fonds pour aider puis tellement supporter les victimes qui ont besoin de support durant les procédures qui sont tellement longues, comme tu l'as dit. Oui, c'est encore là, c'est un sujet important à ce point-là parce que j'ai été surprise parce que j'ai une de mes bonnes amies, elle travaille dans les maisons d'hébergement de femmes violentées. Puis, on a, je pense, 3 ou 4 dans l'Outaouais. Et puis, juste cette année, il y a eu 1200 refus de femmes. Alors, c'est pour vous démontrer juste en Outaouais à quel point qu'il y en a, puis qu'on n'a pas encore tous les effectifs pour être en mesure de les aider. Puis c'est un des projets que Annick travaille beaucoup, c'est de mobiliser une maison qui va être toute centralisée avec tous les services, le psychologue, le CAVAC va être là. Il y a des enquêteurs qui vont travailler là pour justement aider les femmes à un seul endroit qui ont tous les services. Mais encore là, il faut des sous. Il faut de l'aide du gouvernement. C'est pour ça qu'il faut parler. Si on veut que ça s'atténue, ça l'arrête, on a besoin de sous pour développer. Parce que les idées, là, il y en a des projets, mais on a besoin d'argent. Alors, c'est un travail qui, je trouve que là, c'est de plus en plus important. Puis même que le gouvernement, je pense que là, c'est devenu un sujet dans leur esprit, là. Parce qu'on en parle beaucoup, puis les féminicides, il y en a eu tellement. Même en début d'année, il y en a, ça l'arrête pas. Oui, vraiment. Ben merci pour ton témoignage. T'es vraiment quelqu'un de posé, t'es douce, puis t'as un énorme passé. Comme c'est beau de voir que t'as évolué et non, resté comme dans le passé, tout ça. En tout cas, je suis vraiment touchée par tout ce que t'as dit.
Moi, j'aurais une question pour conclure. En fait, nous, en tant que futurs avocats, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter une vision positive de la chose? Bien, si je me fie à ma procureure, la première chose, c'est de croire à la personne devant toi, puis de ne pas prendre la situation à la légère. Il faut vraiment ce qu'elle va dire, même si la personne elle porte plainte, puis c'est tout écrit, il faut soyez capable de rentrer un peu dans la situation pour aider ces gens-là. Parce que c'est un sujet difficile, parce qu'on n'a pas de preuves. Tu sais, c'est pas comme un vol d'auto, une arrestation de drogue. Là, à ce moment-là, tu te fies sur la parole d'une femme. Souvent, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas... Alors, il faut vraiment que cette femme-là ait confiance en vous. Alors, vous allez être... Dans le fond, vous allez être son crochet. Elle va s'accrocher à vous, mais il faut que vous ayez... Faut vraiment être là et à l'écoute, puis lui donner cette confiance-là parce qu'elle va être très honnête avec vous, mais il faut qu'elle se sente à l'aise. Alors, pour vous, je trouve que ça serait vraiment, vraiment d'être à l'écoute, d'être attentif, puis de ne pas prendre, tu sais, de pas prendre rien pas au sérieux. Puis, au fil du temps, ces personnes-là aussi, les femmes sont très, des fois, il y a beaucoup de choses en eux qui vont peut-être mettre de côté, mais à ce moment-là, si on cette confiance-là, c'est ce que j'ai eu, en ayant confiance, tu te dévoiles plus. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.